Je m'appelle Marianne Bouldoïr, je suis médecin infectiologue, je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris et je suis responsable du centre régional en antibiothérapie de l'Île-de-France. D'accord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on a quelques questions à vous poser qui pourraient aider beaucoup d'entre vous à comprendre davantage de choses sur les antibiotiques, l'antibiorésistance et les conséquences du mésusage des antibiotiques à long terme. Donc on va pouvoir commencer. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent en général pour comprendre justement l'antibiorésistance, mais l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est exactement? L'antibiorésistance, c'est le fait que les bactéries sont devenues résistantes à des antibiotiques qui normalement marchaient sur elles, et qui sont devenus inefficaces. Donc le fait que les antibiotiques ne marchent plus sur ces bactéries font qu'on arrive à ce qu'on appelle un échec clinique, une absence de guérison ou des complications chez les malades. D'accord. Mais à quel point c'est vraiment un problème aujourd'hui? C'est-à-dire que ça représente à peu près combien de décès dans le monde? C'est un problème majeur qui est dans les 10 priorités de l'OMS. On en était en 2021 à 4,7 millions de décès dans le monde d'infections à bactéries résistantes, avec 1,1 million directement attribuables à cette résistance des bactéries aux antibiotiques. Les dernières projections pour 2050 porteraient à 8 millions de morts, le fardeau de l'antibiorésistance, et ça pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde, avant même le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et en plus, si on n'arrive plus à traiter les infections courantes avec des bactéries qui sont devenues résistantes à nos antibiotiques classiques, on ne peut plus faire la médecine moderne, parce qu'on ne peut plus faire des opérations lourdes, on ne peut plus transplanter, on ne peut plus faire de chimiothérapie si on ne peut plus traiter les infections. Donc ça compromet toute la médecine. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus ignorer à ce stade. Tout à fait, On est c'est obligé de se vraiment pencher sur la question. important D'accord. Mais d'agir. on a une explication sur le fait que l'antibiorésistance augmente de plus en plus. C'est dû à quoi cette augmentation? Alors l'augmentation de l'antibiorésistance de par le monde, elle est multifactorielle, c'est en lien avec beaucoup de sujets, c'est en lien avec les inégalités socio-économiques, avec plus de résistance dans les pays à faible revenu par exemple. C'est en lien avec aussi la triple crise sanitaire dans le monde, le réchauffement climatique qui augmente aussi les résistances, les catastrophes naturelles, la crise de la pollution et les déchets. Mais surtout, dans ce qui est de la santé des hommes et des animaux, c'est dû à la pression de sélection par les antibiotiques, à l'usage intensif des antibiotiques, parce que ceux-ci détruisent les bactéries sensibles et laissent la place aux bactéries résistantes qui prennent de la place. Et puis ensuite, il peut y avoir un échange de ces bactéries entre humains ou entre les animaux et les humains ou dans l'environnement. D'accord, donc les antibiotiques, en fait, ça ne concerne pas que les hommes. Les humains, c'est aussi quelque chose qui va toucher les animaux, l'environnement. Mais par quels moyens, comment ces antibiotiques se retrouvent dans l'environnement, par exemple? Alors, dans l'environnement, on en retrouve par les eaux usées, puisque les stations d'épuration ne sont pas toujours habilitées à tout traiter. Néanmoins, c'est surtout dans les pays à faibles ressources où il y a moins de contrôle des eaux usées et des stations d'épuration que ce phénomène est majeur, notamment en Inde où sont fabriqués 80% des antibiotiques, ou dans une même ville hyperabad, on peut retrouver des concentrations très très importantes dans l'environnement. Donc on peut se contaminer en mangeant. Pour ce qui est de la santé animale, c'est aussi beaucoup par l'élevage et par du coup l'alimentation en consommant de la viande. Dans certains pays, les antibiotiques sont utilisés comme facteurs de croissance. En France, c'est interdit depuis 2007. En Europe, ce problème a été traité, mais ce n'est pas le cas par exemple en Amérique, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Donc on peut aussi se contaminer par l'alimentation en consommant de la viande avec des animaux qui ont sélectionné des résistances dans leur tube digestif, par exemple. D'accord, je comprends mieux. Donc on peut vraiment dire que ce problème-là représente un coût pour la société. C'est un coût important puisque on arrive moins à traiter les infections, il y a plus d'hospitalisation, il y a des traitements plus compliqués en perfusion, des hospitalisations longues, des arrêts de travail longs. Donc c'est un coût directement humain, c'est un coût financier, c'est un coût en charge en soins dans un système de santé qui n'est pas sans limite et un coût aussi environnemental avec tout l'impact que ça entraîne. D'accord. Donc on va dire, qui est concerné par l'antibiorésistance? On est tous concernés? Alors on est absolument tous concernés par l'antibiorésistance,
tout le monde peut attraper du jour au lendemain une infection et avec une bactérie résistante, ce qui va compliquer sa prise en charge, même si on n'a jamais pris d'antibiotiques. On peut se contaminer par l'alimentation, par ce qu'on appelle la transmission croisée, c'est-à-dire en se transmettant au sein d'une famille des bactéries résistantes, ou par l'alimentation, par exemple. On sait aussi que quand on voyage dans des pays à faible revenu où il y a une contamination de l'environnement plus importante et de l'alimentation, si on regarde à l'aéroport Charles de Gaulle les selles des gens qui ont voyagé, on retrouve quasiment toujours des germes résistants aux antibiotiques type bêta-lactamase. D'accord, donc c'est même un risque lorsqu'on se retrouve en voyage. Tout à fait, c'est augmenté dans les pays où on a moins de traitement de l'environnement. Ok, donc ça veut dire que je peux aller par exemple aux Philippines et revenir avec une bactérie résistante. Tout à fait, voilà. Mais après, on peut l'attraper aussi en France sans sortir de l'Île-de-France. On sait que des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques maintenant sont dans la communauté. Il n'y a pas besoin de. C'est un facteur de risque supplémentaire, mais on peut l'attraper aussi même sans voyager. En France, ok. Donc le concept One Health, qu'est-ce que c'est exactement? On en entend parfois parler, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, le concept One Health, ça vient du fait que les santé de l'environnement, des êtres humains et de l'animal sont intriquées. Et c'est un concept sur lequel on doit approcher certaines problématiques comme l'antibiorésistance. C'est-à-dire juste que tout est lié. Donc si on veut traiter le problème, il faut le traiter à tous ces niveaux. D'accord. Donc comme vous l'aviez dit, j'aimerais bien revenir dessus, que l'antibiorésistance pouvait aussi poser un problème pour la sécurité alimentaire, comme on en retrouvait des antibiotiques sous-entendus dans l'alimentation. Donc comment on peut faire pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses à ne faire ou à ne pas faire? Alors, comme je vous ai dit, il y a des endroits où on donne encore les antibiotiques comme facteur de croissance dans l'élevage. Ça, c'est quelque chose qu'on doit bannir, donc il faut qu'il y ait des lois qui empêchent cela. Et nous, en tant que citoyens, on peut faire attention à ce qu'on consomme comme viande et prendre que de la viande dont on connaît l'origine. D'accord, donc surveiller les étiquettes, regarder vraiment la provenance. Tout à fait. C'est vrai que c'est très d'actualité tout ça. On va poser maintenant une question que je pense beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'une BHRE? Alors BHRE, ça veut dire bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, E pour émergents. Ce sont des bactéries les plus résistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'on a des antibiotiques très puissants qu'on appelle les carbapénèmes, et ces bactéries-là sont des bactéries du tube digestif, des entérobactéries, qui sont devenues résistantes. Donc j'ai envie de dire c'est le niveau de résistance supérieur qui existe actuellement. Et ces BHRE sont présentes maintenant dans la communauté et en France, ça reste encore à peu près contrôlé. Mais dans des pays à côté de nous, comme l'Italie ou la Grèce, ça devient vraiment un énorme problème. Parce que quand on est hospitalisé pour une bactériémie en Grèce avec une bactérie qui s'appelle la Klebsiella pneumoniae, en 60% des cas, elle est BHRE, donc résistante aux antibiotiques le plus large spectre, donc les plus puissants qu'on a. D'accord. Mais qu'est-ce que ça implique vraiment d'être porteur d'une BHRE? Est-ce que ça veut dire qu'on est forcément malade et que c'est très grave? Alors non, parce qu'on cohabite avec des bactéries, on a plus de bactéries que de cellules, on a plus de 2 kg de bactéries dans le tube digestif. Et si on a sélectionné une bactérie résistante, soit on s'est contaminé, soit on a sélectionné avec des antibiotiques, elle n'est pas forcément responsable d'une infection. Donc on peut être porteur sans être infecté. Quand on est porteur, ce qui est important, c'est de ne pas donner cette bactérie à des gens fragiles autour de nous qui pourraient faire des infections. Donc bien se laver les mains après aller aux toilettes, avoir des gestes d'hygiène simples, élémentaires, mais fondamentaux. Et après, on sait qu'au bout d'un certain temps, les bactéries résistantes, si on ne met plus de pression avec des antibiotiques, elles finissent par disparaître. Parce que la résistance, ça coûte à la bactérie, et finalement, c'est des bactéries sensibles qui prennent la place. Et c'est quelque chose d'important, c'est de savoir que cette antibiorésistance, elle est réversible en fait. Moins on met de pression, moins on a de résistance. Ça, on le voit. Donc les actions qu'on peut faire en santé publique pour diminuer la pression antibiotique, diminuer la consommation d'antibiotiques, les antibiotiques qui ne seraient pas nécessaires, hop, quelques années après, on voit que la résistance baisse dans la population. D'accord. Mais du coup, on peut tout à fait être porteur d'une BHRE et ne pas le savoir. Oui, tout à fait, si on ne fait pas de test de dépistage. D'accord. Mais qu'est-ce qui va emmener justement à faire un test de dépistage? Alors c'est plutôt lorsqu'on est hospitalisé, si
on a un facteur de risque qui peut être une hospitalisation à l'étranger, par exemple, ou si on a été en contact avec des patients qui étaient porteurs, on regarde par un écouvillon rectal si cette bactérie est présente dans le tube digestif. Et si c'est le cas, on fait vraiment très très attention, encore plus que normal, parce qu'on fait attention pour tous les patients, de bien se laver les mains et de ne pas transmettre cette bactérie aux autres quand on fait des soins. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des contextes plus à risque que d'autres pour rencontrer une BHRE? Tout à fait. Les facteurs favorisants sont, donc, je disais, les hospitalisations à l'étranger, les systèmes de dialyse, les hospitalisations dans les grands CHU aussi, à Paris, à la PHP. On sait que c'est un facteur de risque finalement d'acquérir ces bactéries. Et puis d'avoir eu des antibiotiques large spectre, d'être passé en réanimation. Et encore une fois, on peut aussi en avoir aucun. Parce qu'en Ile-de-France, pour ce qui est ma région, 30% des dépistages BHRE déclarés, il n'y avait pas de facteur de risque. D'accord, oui, ça représente quand même une bonne part d'entre eux. Mais ça veut quand même dire qu'on peut aller à l'hôpital et attraper une bactérie. Alors, oui, tout à fait. Une bactérie plus résistante. On a tous des bactéries qu'on se transmet, mais tout à fait. D'accord. Et est-ce que, par exemple, les soignants mettent des choses en place justement pour protéger de ce risque? Ah ben, bien sûr. Donc, il y a les précautions universelles. Donc, chaque soin, on doit se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique, avec des procédures très très codifiées, plusieurs fois par jour. D'accord, donc il y a vraiment des protocoles que les soignants suivent pour protéger les patients, c'est ça? C'est sûr. D'accord. Alors ça nous amène à la notion de microbiote. On en parle souvent, on en entend souvent parler aussi. Qu'est-ce que c'est le microbiote exactement? Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries avec lesquelles on vit. Comme je disais, il y en a dans le tube digestif, 10 puissance 14, plus que de cellules, mais il y en a aussi sur la peau, il y en a dans le nez, dans le tractus ORL. Donc c'est complètement normal d'avoir des bactéries sur soi. On vit en bon équilibre. Ce qui peut se passer, c'est que cet équilibre soit rompu, soit parce qu'on a pris des antibiotiques, soit parce il s'est passé un problème de santé, et c'est là où on a des soucis. Mais c'est complètement normal d'avoir des bactéries. Et justement, quand on donne un antibiotique, on fait en sorte qu'il marche bien sur la bactérie qu'on cible, celle qui est responsable de l'infection, mais le moins possible d'autres bactéries. On essaye de ne pas détruire toute la flore qu'il y a dans le tube digestif, pour ne pas laisser justement les souches résistantes prendre toute la place. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, toutes les bactéries sont dangereuses? Est-ce qu'il y a des bactéries inoffensives, des bactéries qui sont plus à problème que d'autres? La plupart des bactéries sont inoffensives et on vit en bonne harmonie avec elles. On en a besoin aussi. D'accord, donc c'est vraiment la question de l'équilibre en fait. C'est ça. À partir du moment où il est rompu, c'est là qu'on peut commencer à avoir quelques soucis. C'est un équilibre. Et puis pour en revenir à votre question, est-ce qu'on peut se contaminer à l'hôpital? Oui. Mais il est vrai qu'on se contamine la plupart du temps avec ses propres microbes. Quand on a une plaie sur la peau, on se contamine avec les staphylocoques ou les germes qu'on a sur la peau. Quand on a une infection urinaire, souvent c'est son propre microbe qui D'accord, mais ça c'est très intéressant parce qu'on a tendance à croire qu'on va à l'hôpital et qu'on ramasse un peu ce qui va traîner chez les autres, quoi. Alors on entend beaucoup ça. J'ai attrapé un staphylocoque doré à l'hôpital. La plupart du temps, le staphylocoque, on l'avait sur la peau. On en a tous sur la peau. D'accord. Donc souvent, c'est quand même à partir du microbiote qu'on s'infecte aussi. D'accord, donc ça viendrait plutôt le plus souvent de nous-mêmes. C'est ça. Mais au sein de notre propre microbiote, on peut sélectionner des résistances, notamment parce qu'on a pris beaucoup d'antibiotiques, ou parce qu'on a attrapé, on a mangé, on a touché une bactérie résistante qui a transmis du matériel génétique aux autres, et du coup, il y a des souches résistantes dans les flores. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des bactéries qu'on ne saurait plus du tout traiter, justement à cause de ces soucis de résistance? Alors, il y en a quelques-unes, mais heureusement, ça reste exceptionnel. Il y a des situations où on est obligé, par exemple, de faire de la chirurgie parce que la bactérie, on ne peut plus la traiter en antibiotiques, comme au temps des tuberculoses multirésistantes, par exemple. Bon, dans nos pays riches, on a quand même, au jour d'aujourd'hui, la plupart du temps, des options, mais il y a quelques impasses thérapeutiques. Et puis dans les pays à faible revenu ou qui n'ont pas accès à des molécules compliquées, oui, il y a des échecs régulièrement. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la partie des tuberculoses multirésistantes? Parce que je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. De quoi il s'agissait exactement? Alors la tuberculose, c'est une maladie pulmonaire
enfin souvent pulmonaire, qui peut toucher tous les organes, qui n'a pas disparu, contrairement à ce que des fois les gens croient. C'est dû à une bactérie, Mycobacterium tuberculosis, qui s'attrape par voie respiratoire et qui se développe souvent sur des terrains génétiques. Tout le monde ne fera pas une tuberculose s'il la rencontre. Et de temps en temps, on a des souches qui sont vraiment résistantes à tous les antibiotiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les tuberculoses XDR. Il y en a de plus en plus. Alors, on arrive quand même à donner des médicaments, mais qui sont très toxiques, qui ont beaucoup de toxicité. On traite pendant 2 ans, donc c'est un sujet important aussi. D'accord, 2 ans de traitement. Oui, donc c'est quand même tuberculose résistante. C'est très long. Ouais. L'antibiorésistance, c'est souvent ça. Enfin, il y a beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences vraiment pour le patient, de complications avec des traitements beaucoup plus lourds, avec des hospitalisations. Puis quand on dit hospitalisation, du coup complications aussi, des infections de cathéter, des embolies pulmonaires, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis des disséminations, quoi. Si on n'arrive pas à traiter par l'antibiotique qui normalement est recommandé parce qu'il ne marche pas alors qu'il devrait marcher, on se retrouve avec plus d'abcès, le microbe qui va dans le cœur, donc il y a beaucoup de complications. D'accord, donc c'est vraiment important que le bon antibiotique soit prescrit, Oui. et on suppose qu'il soit du coup bien utilisé par le patient une fois qu'il rentre avec sa prescription chez lui. Tout à fait, parce que les antibiotiques, c'est un bien vraiment précieux, c'est vraiment un médicament qui a sauvé beaucoup de gens, qui a changé la face du monde après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on doit préserver. Parce qu'on en a besoin. Quand on en a besoin, c'est important de bien l'utiliser. D'accord. Mais justement, il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est que les antibiotiques ne sont pas automatiques. Donc, est-ce qu'on peut avoir une explication de cette phrase? Ils ne sont pas automatiques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'était une campagne dans les années 2003 qui a très bien marché. Ça veut dire que ce n'est pas automatique quand on est malade. Ce n'est pas parce qu'on a de la fièvre, le nez qui coule, qu'on a besoin d'un antibiotique. Les antibiotiques, ça ne marche que sur les bactéries. Ça ne marche pas du tout sur les virus. Les virus, c'est une taille beaucoup plus petite et ils n'ont pas du tout les modes d'action des antibiotiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a besoin d'antibiotiques. On a besoin d'antibiotiques que quand on a une infection avec une bactérie. Et ce n'est pas non plus parce qu'on a une bactérie sur la peau, sur une plaie ou dans les urines quand on est âgé qu'on a besoin d'antibiotiques. On peut avoir une simple colonisation sans infection. En tout cas, la campagne des antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'était pour dire que la plupart des infections, c'est des virus. Et on sait malheureusement que 50% des antibiotiques donnés en France le sont de façon inappropriée. Un tiers des cas, c'est parce que c'est des virus, le plus souvent sur des infections respiratoires. Donc c'est surtout ça le message, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. D'accord. Mais pour que les gens comprennent bien, par exemple, dans quel cas on va dire qu'on peut se passer d'antibiotiques? On peut se passer quand c'est une infection virale, parce que ça ne marchera pas, quand c'est une grippe, quand c'est une rhinopharyngite, quand c'est une angine virale. Pour savoir si son angine elle est virale ou bactérienne, on peut faire un test rapide d'orientation diagnostique et un petit prélèvement dans la gorge. Ils peuvent même se faire chez un pharmacien d'officine à partir de l'âge de 11 ans. S'il est positif, ok, c'est une bactérie, on donne des antibiotiques, mais si c'est négatif, pas besoin. Quand il y a un germe dans les urines, mais aucun symptôme, chez une personne âgée, pas besoin d'antibiotiques, parce qu'au bout d'un certain âge, on peut être colonisé sans avoir besoin de traitement. Quand on a une plaie aussi où on retrouve des staphylocoques, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'ailleurs de faire de prélèvement, mais si on retrouve un prélèvement positif, mais qui a juste pas de fièvre et juste des soins locaux à faire, pas d'antibiotiques. Voilà, dans les otites des enfants, passé 2 ans, souvent c'est viral aussi, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. On peut se laisser 48 heures pour voir si vraiment il y a besoin. Et pas mal de situations. Surtout, on sait que les antibiotiques sont beaucoup donnés en hiver, alors qu'en hiver, c'est là où il y a les virus. Oui, justement. Donc, voilà. Grippe, Covid, VRS, le virus de la bronchiolite. La bronchiolite, c'est un virus qui donne ça chez nos enfants. Donc, ils ont besoin d'aérosols, etc., mais pas d'antibiotiques. D'accord, c'est vrai que ça emmène ce sujet de l'automédication qui est assez problématique. Donc, par exemple, quand on nous a prescrit un traitement antibiotique et qu'il va nous rester des boîtes pas encore terminées à la maison, du coup, ce ne serait pas une bonne idée de se dire que je me sens un petit peu mal, un petit peu fiévreux, je vais prendre des antibiotiques. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire en fait. Et oui, c'est quelque chose à ne pas faire. On sait que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui le font quand on fait des études.
Mais une infection n'est pas forcément la même pour celle d'après, ou pour le petit frère, ou pour la grande sœur. Il faut vraiment écouter des professionnels de santé. Les antibiotiques, c'est pas anodin. On peut s'aider de tests diagnostiques, comme je disais, pour l'angine, ou des tests pour le Covid, pour la grippe, pour le VRS, pour s'aider. Mais on ne faut pas décider seul de reprendre des antibiotiques. Ça peut avoir des conséquences, créer de la résistance pour rien. Il ne faut pas non plus le donner à un voisin, etc. Donc les antibiotiques inutilisés, quand on n'a pas fini la boîte, il faut les ramener à la pharmacie qui va les retraiter. D'accord. Et justement, pour ces tests diagnostiques dont vous parliez, ça fait longtemps qu'on peut faire ça en pharmacie? Non, ça ne fait pas très longtemps. C'est sorti je pense, en cette année, non, en fait. Ils avaient le droit de le faire sur ordonnance médicale, c'est des ordonnances conditionnelles, donc le médecin mettait ici test positif donné amoxicilline, mais maintenant les pharmaciens, ça fait partie de leur mission, ils peuvent le faire directement. Et ils ont le droit de délivrer, de prescrire et de délivrer les antibiotiques adaptés si le test est positif. Donc pour les angines à partir de 11 ans et pour les infections urinaires aussi des jeunes femmes à partir de 15 à 65 ans. Si on a l'impression d'avoir une cystite, donc une infection urinaire juste de la vessie basse, sans fièvre, on peut aller en pharmacie, ils font une bandelette urinaire. Si c'est prouvé que c'est bien une cystite, c'est à peu près 80% des cas, et ben ils vont vous donner l'antibiotique qui est le plus adapté dans ces cas-là. D'accord, donc ça peut être une alternative. Admettons que mon médecin traitant ne soit pas disponible. Je peux aller en pharmacie sans rendez-vous pour le demander. Tout à fait, c'est bien. Et pas prendre l'antibiotique qui traîne dans le placard, mais avoir confirmation que c'est bien une infection bactérienne. D'accord, et qu'il y a vraiment besoin d'un traitement antibiotique. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, ça on l'entend souvent. Je suis allergique aux antibiotiques. Donc comment on peut véritablement savoir si on est allergique à un antibiotique? Comment on peut le confirmer? Alors c'est quelque chose qui est très important. Dans les carnets de santé, on voit allergie à la pénicilline dans l'enfance. Et souvent c'est faux. Souvent c'est que c'était justement un virus, il y en a plusieurs, HHV6, bon, peu importe, qui ont fait qu'il y a eu une éruption, qu'il y a eu des boutons tout rouges, et on a cru que c'était l'antibiotique, alors qu'en fait c'était juste que l'antibiotique était donné alors que c'était un virus, et que l'éruption c'était un virus. Donc être marqué allergique à la pénicilline, ça a beaucoup de conséquences, et on sait que 80% des cas, c'est faux. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est regarder si, dans l'antériorité, dans ce qui s'est passé avant dans votre vie, vous en aviez pas reçu quand même. Et si on voit qu'en fait, si vous avez eu l'augmentin, alors vous êtes marqué allergique à la pénicilline et qu'il ne s'est rien passé, vous n'êtes pas allergique. On peut, ce qu'on appelle, nous, désétiqueter l'allergie à la pénicilline. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quel professionnel de santé, votre pharmacien, votre médecin généraliste, ou à l'hôpital quand vous arrivez. S'il persiste un doute, ou s'il y a eu un gonflement, un œdème de coin que votre maman vous a raconté ou que vous avez vécu, alors là, il faut aller voir un allergologue. Mais c'est très important de savoir si vous êtes vraiment allergique ou pas, parce que souvent, la première molécule, la pénicilline qui est prescrite, c'est celle qui est la plus efficace, qui a le moins d'effets secondaires et qui entraîne le moins de résistance. Donc c'est une perte de chance de ne pas savoir si c'est une allergie vraie ou pas. D'accord. Donc oui, effectivement, si on ne peut pas avoir la prescription d'un antibiotique en particulier, on risque de se retrouver avec une prescription d'autres choses, mais qui nous traiterait moins bien. Exactement. C'est ça. Voilà. Après, si on a une allergie vraie, c'est comme ça, on trouvera une deuxième solution. Mais la deuxième solution est souvent moins bien quand même que la première. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose à confirmer pour être certain. D'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau des effets secondaires des antibiotiques, on entend parfois un peu tout et n'importe quoi. Quels sont les véritables effets secondaires? Alors déjà, il y a plusieurs antibiotiques, chacun n'aura pas tout à fait les mêmes effets secondaires. Mais le principal, j'ai envie de dire, c'est la diarrhée, puisque l'antibiotique, on a dit, tue les bactéries qu'on veut tuer, mais également celles qu'on a dans le tube digestif. Ça laisse la place à d'autres, et souvent ça donne de la diarrhée. Donc un peu de diarrhée post-antibiotique, c'est classique et pas grave. Une complication plus grave, c'est quand ça sélectionne un germe qui s'appelle le Clostridium difficile. Donc ça peut faire des colites pseudomembraneuses qui peuvent être sévères. Donc si on a de la diarrhée vraiment qui persiste sous antibiotiques, il faut aller voir son professionnel de santé, faire un test pour rechercher le Clostridium et se prendre en charge si c'est ça. Ça tue les bactéries, donc ça laisse aussi la place aux champignons. Donc on peut avoir des mycoses dans la bouche, des mycoses vaginales. Il y a certaines personnes qui peuvent être très gênées par ça, donc ça se soigne avec des ovules, mais c'est pas anodin. Et puis, chaque classe d'antibiotiques peut avoir des effets secondaires particuliers. J'ai envie de dire, c'est les principaux. Puis après, il y a l'allergie, comme on a dit.
D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces effets secondaires-là, on va forcément les avoir, les subir. Non, tout à fait. Ça dépend de chaque personne, comme toujours. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait des traitements alternatifs aux antibiotiques? C'est-à-dire que si, comme on le dit, à terme, on ne peut plus se servir des antibiotiques, est-ce qu'on a autre chose? Alors, il y a pas mal de recherches dans pas mal de domaines. Pour l'instant, j'ai envie de dire que non. Il y a des choses intéressantes comme les phages dont on parle depuis une centaine d'années, mais on n'a pas encore d'études vraiment certaines. Donc, il y a des études européennes ou internationales qui sont en cours pour savoir si vraiment c'est efficace ou pas. Ça peut rendre service dans certains cas. Dans certains cas, c'est des virus en fait, qu'on injecte et qui tuent les bactéries, les phages. Ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, on n'a même pas mieux que les antibiotiques. D'accord, donc d'où l'intérêt de les protéger au mieux possible, de les préserver. Complètement. Alors c'est vrai qu'on aimerait bien revenir un petit peu sur l'aspect consultation. Est-ce que c'est vrai que vous auriez des patients qui vous réclament des antibiotiques? C'est-à-dire avant même qu'ils sachent ce qu'ils ont exactement, qui viendraient vous voir en vous demandant, voilà, j'ai besoin d'antibiotiques. Alors c'est vrai, c'est pas tous, mais ça peut arriver. Ça peut arriver avec des leviers qui peuvent être compréhensibles, hein, des gens qui veulent retravailler vite, qui veulent pas, qui ont des impératifs, qui sont indépendants, qui veulent guérir, quoi. Mais c'est bon, c'est des fausses croyances, donc il faut expliquer que si c'est un virus, ça ne servira à rien l'antibiotique. Donc c'est vrai qu'on peut avoir aussi une pression par rapport aux enfants, des jeunes parents pour les enfants. Néanmoins, les gens à qui on explique sont tout à fait capables d'entendre et de comprendre que ce n'est pas la peine et que ce n'est pas utile et qu'après, ce qui peut être important, c'est de se revoir aussi pour refaire un point. Vous avez déjà eu des cas difficiles, un petit peu comme ça, où justement ils ne comprenaient pas pourquoi vous ne me prescriviez pas? Alors oui, mais j'avoue que moi, comme je travaille à l'hôpital, c'est un peu plus simple dans un cadre hospitalier de dire « ah ben non, c'est comme ça » et voilà. Ça peut être plus difficile dans le cadre du médecin de famille, bien sûr. Mais après, on a des petits outils pour s'aider. Il y a des ordonnances que je montrais tout à l'heure, d'ordonnances de prescription des infections virales éditées par l'assurance maladie qui expliquent que si c'est une rhinopharyngite, c'est un virus. Pendant 2-3 jours, on peut avoir de la fièvre, un nez qui coule, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, qui permet aussi d'avoir un support pour donner aux familles, pour faire comprendre, pour ce qui est des enfants. Qu'après une bronchite, on peut continuer à tousser. Ce n'est pas les antibiotiques qui vont régler ça, c'est la toux post-infectieuse. Et je pense que les gens peuvent très bien comprendre. Il faut juste leur expliquer. D'accord, c'est plus un travail de pédagogie. Il me semble. Mais bien sûr, c'est compliqué. Mais oui, mais j'imagine que c'est des sujets qui prennent du temps et qui demandent vraiment de s'y intéresser puis d'apprendre. Tout à fait. D'accord. Est-ce que les jeunes sont une population particulièrement à risque? Alors, comme on a vu, tout le monde est concerné par l'antibiorésistance. Absolument tout le monde peut, du jour au lendemain, avoir sa vie bouleversée par une bactérie qui est résistante aux antibiotiques. Les jeunes, la première chose qui me vient, c'est les infections sexuellement transmissibles, parce qu'on a des superbugs, comme on appelle, des bactéries vraiment très résistantes, que ce soit du gonocoque, de la chlamydia. On est obligé de traiter par des injections maintenant. Les comprimés ne marchent plus sur la plupart des microbes. D'accord. Donc vous avez dit superbugs? Oui, superbugs, c'est des gonocoques résistants à tous les antibiotiques. Bug, ça veut dire bactéries en anglais. D'accord, donc des super bactéries en fait. Voilà. Et donc les MST, les maladies sexuellement transmissibles, c'est un vrai sujet de la résistance. D'accord, donc il y a un travail de sensibilisation qui est fait auprès des jeunes en particulier. Alors je ne sais pas s'il est vraiment fait, mais il faudrait le faire. D'où un peu notre présence ici aussi. D'accord, non mais c'est intéressant. Mais justement, est-ce qu'on peut espérer à terme réussir à inverser cette tendance? Est-ce que l'antibiorésistance, c'est quelque chose de réversible? Oui, ça c'est la bonne nouvelle. C'est que l'antibiorésistance, ça dépend un peu des politiques de santé, des volontés de travailler sur ce sujet, et puis voilà, de tout un chacun, tout le monde est concerné. Mais il y a des études qui prouvent que dans certaines régions, comme en Andalousie, quand on fait des actions, qu'on va voir les prescripteurs, qu'on leur donne les recommandations, qu'on les aide, qu'on leur fait ce qu'on appelle des retours de leurs prescriptions, etc. Hop, on voit une diminution des consommations d'antibiotiques. Et quelques années après, dans la population générale, on voit une diminution des résistances. Que ce soit dans les maisons de retraite ou dans les centres de santé avec des jeunes et de la pédiatrie. Donc ça a été prouvé? Ça a été prouvé. Que de diminuer la pression de sélection, diminuer la consommation,
ça permet de diminuer les résistances. Et on sait que dans la consommation en France, 50% sont inutiles ou inappropriés. Donc si on enlève tous les antibiotiques qui sont donnés à tort pour des virus, on aura un effet très positif. D'accord. Donc c'est vrai que ça incombe un petit peu aux politiques de santé de jouer un petit peu les maîtres d'orchestre et d'arriver à faire baisser justement la consommation d'antibiotiques. Mais c'est justement là où on a tout intérêt à s'impliquer pour justement participer à cet effort. C'est bien ça. Oui, tout à fait, c'est très important. Que chacun joue son rôle. Et que les antibiotiques, quand ils sont nécessaires, bien sûr, il faut les donner à bonne dose, à bonne durée, la bonne molécule, revérifier la réévaluation. Mais quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas les donner. C'est vrai qu'on a un petit peu cette impression un peu fataliste que l'antimyorésistance augmente mais qu'on ne peut rien y faire et on laisse un peu, on regarde un petit peu de loin et on se dit qu'on n'est pas concerné parce que je ne prends pas d'antibiotiques, j'en ai jamais pris, donc c'est le problème des autres, c'est pas le mien. Bah non, on a vu que non, c'est le problème, tout le monde est concerné, tout le monde peut être concerné personnellement, même si on n'a aucun problème de santé du jour au lendemain, ça peut être concerné sa famille et puis chacun a son rôle à jouer, chacun à son échelle, par l'éducation, par des petits gestes simples pour limiter les transmissions, se laver bien les mains quand on sort des toilettes, avant de préparer les repas, quand on sort des transports, pour limiter la dissémination. Dès qu'on a des symptômes, mettre un masque pour ne pas le donner aux autres, que ce soit pour aller à la pharmacie ou dans les salles d'attente de médecins. On voit encore beaucoup de gens qui arrivent malades sans le faire. Et puis faire attention en tant que citoyen à ce qu'on peut faire comme dans la consommation de la viande, on a parlé, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais les animaux de compagnie sont concernés également. Alors, il y a des échanges entre les animaux de compagnie et les humains de bactéries. Il peut y avoir des échanges de bactéries résistantes. Nos collègues vétérinaires nous disent que pour l'instant, les animaux ne souffrent pas trop de maladies dues à des bactéries résistantes. Et ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a eu des politiques qui ont permis de diminuer de 50% les consommations d'antibiotiques dans le monde vétérinaire depuis ces 10 dernières années. Donc c'est lié, tout est lié, ils ont fait des efforts quand même de leur côté. D'accord. C'est plus les animaux d'élevage avec qui ça pose problème, comme on a déjà dit, surtout dans les pays où c'est pas réglementé. Oui, donc où ils reçoivent des traitements antibiotiques assez massifs. Voilà, ils ont des conditions qui ne vont pas. Est-ce qu'il y aurait un message en particulier que vous aimeriez faire passer au grand public? Eh bien, oui. Donc, le message, c'est vraiment que les antibiotiques, c'est un bien très précieux pour l'humanité, qu'il faut les utiliser que quand on en a besoin et dans les bonnes conditions pour pouvoir préserver leur utilité. La campagne de l'OMS, c'était Agissons maintenant. Agissons maintenant, sécurisons notre présent et protégeons notre futur. Donc on en est là et puis vraiment chacun a un rôle à jouer. Et puis c'est pas une fatalité, effectivement il y a des effets réversibles qu'on peut voir. Donc on espère qu'il y aura de longues années encore avec nos antibiotiques, mais il faut agir. D'accord, donc c'est vraiment le message à retenir, c'est qu'il faut agir, il faut faire quelque chose, chacun à son niveau peut lutter contre l'antibiorésistance. Donc vous nous avez parlé un petit peu des bonnes pratiques. C'est vrai qu'il y a quelques questions que je ne vous ai pas posées, tout simplement sur le bien utiliser les antibiotiques, c'est les génériques. C'est vrai que quand on reçoit certaines prescriptions, on ne sait jamais pourquoi certaines fois c'est les génériques qui nous sont prescrits. Donc qu'est-ce que c'est un générique exactement? Est-ce que c'est la même chose que le médicament original entre guillemets? Est-ce que c'est aussi efficace? Alors pour les antibiotiques, les génériques c'est vraiment la même chose que la molécule initiale, hein. C'est une histoire de brevet qui tombe dans le domaine public. Donc les génériques sont les mêmes molécules efficaces contre les bactéries. Donc c'est exactement la même chose. D'accord. Et vous l'aviez expliqué tout à l'heure, mais l'amoxicilline, voilà pourquoi c'est celui-là vraiment qu'on prescrit le plus, qu'on voit partout. Chaque fois qu'on parle d'antibiotiques, on entend toujours amoxicilline. L'amoxicilline, c'est vrai que c'est une classe d'antibiotiques qui fait partie des pénicillines et qui est active sur la plupart des microbes qui nous infectent, pas tous.
Ça reste un antibiotique qui ne tue pas trop de bactéries dans le tube digestif, même si un petit peu quand même, et qui est bactéricide, donc qui tue les bactéries, qui est efficace. Donc c'est une très bonne molécule. Voilà. D'accord. C'est une très bonne molécule. Alors c'est vrai que souvent, voilà, on va chez le médecin, on entend souvent, voilà, pour les antibiotiques, l'amoxicilline. On reçoit souvent celui-là en prescription. Donc pourquoi celui-là en particulier? L'amoxicilline, c'est un très bon antibiotique qui marche bien dans toutes les infections bactériennes qui sont pulmonaires, comme donc les pneumonies, ORL, comme les otites, les infections de la peau aussi, ce qu'on appelle les érysipèles. Donc c'est vrai que c'est un médicament qui est très prescrit, surtout en médecine générale. À l'hôpital, on peut avoir un peu d'autres problématiques, mais ça reste un très très bon antibiotique. D'accord. Alors c'est vrai que quand on fait des analyses, par exemple pour une infection urinaire, alors on va recevoir nos résultats et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc un antibiogramme, voilà, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on regarde souvent les tableaux, on voit plusieurs types d'antibiotiques et voilà, je suppose que vous choisissez ensuite en fonction des résultats que vous avez sous les yeux. Donc l'antibiogramme, qu'est-ce que c'est et à quoi il sert? Alors, l'antibiogramme, c'est très important, c'est quand on a mis en évidence au laboratoire une bactérie, on met cette bactérie dans des boîtes avec des disques d'antibiotiques et on voit si l'antibiotique marche ou pas, on mesure des disques. Donc il faut du temps, hein, on l'a au bout de 48 heures après le prélèvement et au bout de 48 heures, on sait quel antibiotique marche sur la bactérie ou pas. Donc ça c'est vraiment très important, notamment dans les infections urinaires, de récupérer cet antibiogramme-là et de voir avec le médecin si l'antibiotique qu'on reçoit marche bien ou si c'est résistant. Et même s'il marche bien, de regarder quel est le plus adapté. Parce qu'on va choisir dans tout ce qui marche, celui qui va être adapté sur le microbe responsable, mais qui détruira le moins de bactéries dans le tube digestif, ce qu'on appelle le spectre le plus étroit, pour qu'il y ait moins d'effets secondaires possibles et moins de sélection de résistance. D'accord. Il y a aussi quelque chose qui mérite d'être discuté, c'est la durée de prescription. C'est-à-dire que voilà, on va aller voir notre médecin, il va nous prescrire peut-être 7 jours de traitement. Et moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, d'arrêter mon traitement avant les 7 jours. Donc, quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire? Arrêter son traitement trop tôt? Alors, il faut toujours le faire avec son professionnel de santé. Pendant très longtemps, on a dit qu'il faut absolument suivre scrupuleusement jusqu'à la fin du traitement. La médecine a fait des études régulièrement et tout s'adapte. Maintenant, par exemple, dans les pneumonies, les infections pulmonaires, si l'évolution est favorable au 3e jour, donc il y a des critères d'examen clinique, plus de fièvre, etc., on peut arrêter les antibiotiques. Mais c'est toujours en accord avec le professionnel de santé. D'accord. Donc dans les infections pulmonaires, maintenant, c'est selon l'évolution, on peut arrêter plus tôt. Néanmoins, il faut retenir qu'il faut toujours suivre les recommandations qu'on a eues avec le professionnel de santé parce que le danger d'arrêter trop tôt, alors que l'infection n'est pas détruite, c'est que s'il reste des bactéries sur le site de l'infection, en mettant une infection, un abcès sous la peau, ces bactéries peuvent faire une rechute et une rechute avec des bactéries résistantes à l'antibiotique qu'on a reçu. Donc le risque, c'est une rechute et avec des bactéries plus résistantes et du coup des traitements plus compliqués pour la suite, des perfusions, etc. D'accord, parce que c'est vrai que le réflexe en général, quand on se sent un peu mieux, on se dit qu'on peut arrêter le traitement parce que ça y est, on est guéri, qu'on n'en a plus besoin. Donc c'est plutôt non, sauf dans ce cas des infections pulmonaires en accord avec votre médecin. D'accord, donc c'est vraiment important voilà, de consulter avant de prendre la décision seule. Parce qu'on peut aussi voir si les examens qu'on a fait au départ, on croyait avoir une infection urinaire, on a eu des antibiotiques, mais si l'examen des urines est négatif, oui, ok, on peut arrêter, mais c'est pas tout seul dans son coin, c'est avec le professionnel de santé. D'accord. Parce que c'est pas anodin de traiter insuffisamment, si c'est une vraie infection bactérienne, il faut vraiment traiter la durée suffisante. D'accord. Il y a une autre notion qu'on peut entendre parfois, c'est un antibiotique à large spectre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire large spectre? Il y a des larges, des plus petits spectres. Comment ça marche? Alors, on a plusieurs classes d'antibiotiques et certains vont tuer que quelques bactéries, d'autres vont tuer beaucoup de bactéries. C'est ça qu'on appelle large spectre. Et donc, dans ces antibiotiques large spectre, comme les PNM par exemple, eh bien, ça tue beaucoup de microbes. Donc, ça sélectionne beaucoup de résistance, puisque ça détruit tous les germes dans le tube digestif. Donc, c'est là qu'on peut parler justement de fragilisation du microbiote. Tout à fait. Et ces antibiotiques large spectre sont d'utilisation restreinte. Il faut, quand on les utilise à l'hôpital, avoir une justification et les utiliser qu'avec parcimonie. Mais des fois, devant des bactéries très résistantes, on est obligé de les utiliser.
D'accord. Mais sinon, c'est vrai que la pratique, on va dire la plus courante, c'est d'utiliser ceux à des spectres plus réduits pour pouvoir sélectionner justement un petit peu plus les bactéries qu'on veut Qu'on détruire. cible. Voilà. D'accord. Il y a la sélection de la bactérie et puis la diffusion aussi. D'accord. Donc pour le microbiote, on va dire que c'est mieux. C'est mieux, tout à fait. Dans les infections urinaires, par exemple, c'est bien de prendre de la phosphomycine trométamol, qui sont des sachets, qui ne sélectionnent pas trop de résistance dans le tube digestif, par exemple. D'accord. À partir de, on va dire, combien de prises d'antibiotiques par an, on va dire qu'on consomme trop d'antibiotiques? En fait, si on en a besoin, il faut les consommer. Ouais. C'est tous les antibiotiques inutiles, et on a vu que c'était au moins un tiers, voire plus, qu'il faut arrêter. D'accord. En France, on sait que 40% des Français prennent un antibiotique une fois par an, et c'est probablement beaucoup trop. D'accord. Une fois par an, c'est déjà en fait beaucoup trop. C'est-à-dire que 40% de la population n'a probablement pas une vraie infection bactérienne documentée. D'accord. Donc dans ces cas-là, il y aurait eu des alternatives, on va dire, plus pratiques, plus sûres. C'est-à-dire que si ce n'était pas une bactérie, il n'aurait Ouais. pas fallu prendre d'antibiotiques. Si c'est un virus, des mesures symptomatiques pour attendre que ça passe, quoi. Ok. Très bien.